Vous êtes sur la télévision TAL. Si vous nous rejoignez, messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal que nous ouvrons par la région de Maradi, plus précisément l'arrondissement communal 3. Depuis sa prise de service, l'administrateur délégué, le chef d'escadron Hassan Souna, a engagé plusieurs actions avec l'appui de ses partenaires. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations et donner un nouveau visage à la commune. C'est un reportage de Massaoudou Hachim et Abraza Kamadou. Depuis sa prise de service à la tête de la commune 3 de Maradi, l'administrateur délégué, le chef d'escadron Hassan Souna, a engagé plusieurs travaux au sein même de la mairie. Des actions menées avec l'appui de ses partenaires pour améliorer le cadre de vie, de travail et le service rendu aux populations. Un espace maraîcher a été aménagé dans l'enceinte de la mairie. Il sert de cadre de démonstration et de sensibilisation pour les populations sur l'importance du maraîchage en milieu urbain. Une activité qui cadre parfaitement avec les attentes des autorités de la refondation. La première initiative, lorsque j'étais venu, il n'y avait pas de mosquée. Les gens priaient à l'air libre. Donc j'ai rencontré un opérateur économique qui, en moins de 2 mois, a pu construire une mosquée de plus de 20 places à la rentrée de la mairie. Notre dernière rencontre, on l'a réservée à la jeunesse. On a pu faire beaucoup de choses ensemble. Il nous épaule sur toutes les activités et on est parti loin. On a mis cette année de l'arachide, du niébé, du manioc, des pastèques. À 18h, on se retrouve pour l'arrosage et ça a bien fonctionné. Une autre initiative à saluer. L'administrateur délégué de la commune 3 de Maradi a initié des cours d'informatique au profit des jeunes enfants de la commune. Pendant 2 semaines, ils ont été formés aux bases de l'outil informatique directement dans les locaux de la mairie. Une formation qui s'est achevée par la remise d'attestations aux participants. L'arrondissement communal 3 croit à ces enfants-là. Ils sont excellents aux résultats du CFPD. Et pour accompagner ces jeunes, l'arrondissement communal 3 a décidé de les octroyer une petite bourse d'initiation de l'informatique de 2 semaines. Et aujourd'hui, on est au terme de cette formation. Et je souhaite que ces parents, ces encadreurs, qu'on continue dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, le monde numérique est le monde où l'emploi est ouvert à tout le monde. Et si l'enfant a cette base-là, on ne fait que remercier le bon Dieu parce que maintenant, la refondation, c'est les jeunes. Une initiative saluée à sa juste valeur. Je remercie la commune pour cette initiative et les inspections qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces lauréats de la commune puissent avoir un plus, ce qui est la formation en informatique. Et déjà, les enfants sont très éveillés et on a vu aussi l'engouement de ces enfants envers l'utilisation de l'ordinateur. Nous sommes très réjouis. C'est vraiment une très bonne initiative de l'administrateur délégué Maradi 3. Donc je profite de cette occasion pour saluer le courage et tout l'accompagnement dont il fait montre à l'égard de l'éducation au niveau de cette structure. Pendant même l'année scolaire, il a eu pas mal de fois à nous assister du point de vue conseil des visites au niveau des écoles. À travers ces activités, l'administrateur délégué de la commune 3 de Maradi, chef d'escadron Hassan Souna, pose les jalons d'une administration de proximité. Une dynamique qui, selon les populations, doit se poursuivre. Et pendant cette période de grandes vacances, la célébration du mariage à Niamey connaît une forte dimension, un état de fait qui occasionne un engouement de la population, notamment les femmes et les jeunes filles qui s'intéressent à l'achat des meubles et des pagnes pour préparer les mariages. Cet engouement permet aux vendeurs de faire notamment de bons chiffres d'affaires. C'est ce que nous rapportent Hima Seibou et Daoud Abdou. À Niamey, la période des grandes vacances rime avec la célébration des mariages. Toute chose qui nécessite une organisation bien structurée, avec au préalable une préparation.
Entre autres préparatifs, l'achat des meubles fabriqués localement ou importés et des pagnes pour les uniformes. Ainsi, chez les vendeurs, l'ambiance bat son plein à travers les transactions pour les commandes de ces biens qui vont orner la chambre de la jeune mariée pour les uns et l'acquisition des pagnes uniformes pour les autres. C'est une période de forte affluence qui permet aux vendeurs de réaliser de bons chiffres d'affaires. Les femmes sont en train de venir pour acheter. Tout le monde peut arriver de sommier. Il y a même pour 1 million, il y a pour 1,5 million, il y a pour 200 000. Il y a des gens qui ont de 150 à 100 000 même. Ça dépend en fonction de ton moyen. De 950 à 1,8 million. On apprécie quand même. Il n'y a pas de problème sur le marché. Il est de coutume, les gens se marient beaucoup pendant les vacances. L'engouement vraiment, elle est forte. Les prix sont vraiment abordables par rapport à la concurrence. Les prix sont vraiment abordables. Tout celui qui vient ici va trouver vraiment des produits à la hauteur de sa bourse. L'engouement vraiment c'est très important, surtout dans cette période. La clientèle vraiment, elle danse. Tout le monde vient, surtout les jeunes filles, ça varie de 6 500 voire même 7 000. Ça dépend de la qualité, surtout la demande de la clientèle aussi. Les clients de leur côté justifient leur engouement pour ces meubles et pagnes pendant cette période. Je suis venue acheter des pagnes pour la célébration des mariages. Les pagnes sont vraiment disponibles et accessibles. Je suis dans ce marché de Karam Karam pour acheter des meubles. Ils sont très bien confectionnés, mais malheureusement, ils coûtent cher. C'est pourquoi nous demandons à ces vendeurs de revoir les prix pour que nous puissions acheter. Cette période de grandes vacances est, à n'en point douter, une aubaine pour les vendeurs de meubles et de pagnes très sollicités pour préparer les cérémonies de réjouissance. La fabrication de tamis constitue une activité essentielle pour bon nombre d'artisans. Ces ustensiles utilisés par les femmes dans les ménages sont fabriqués avec le savoir-faire des artisans qui perpétuent une tradition transmise de génération en génération. C'est une activité génératrice de revenus qui met de nombreuses personnes à l'abri du besoin. Le reportage avec Zaradine Ali et Momansani Hassan. Dans cet atelier, où l'on fabrique des tamis, les artisans travaillent dès les premières heures de la journée. Les matériaux utilisés sont principalement les bois pour les cadres et les grillages métalliques ou les filets pour la partie filtrante. À l'aide d'outils simples tels que les marteaux, l'acier, les clous et les pinces, ces artisans aux mains habiles découpent, assemblent et fixent soigneusement chaque pièce. Selon eux, la qualité d'un tamis dépend de la solidité du cadre et de la finesse du grillage. Je fabrique des tamis. On utilise des tôles, du grillage métallique et aussi la boîte de tomates. Ça fait longtemps que je fais cette activité. Pour la clientèle, ça va. Dieu merci. Nous vendons en gros et en détail. Les prix dépendent de la taille du tamis. Il y a pour 1000 francs, 750 voire 600 francs. J'exerce cette activité depuis des années. Vraiment, on arrive à subvenir à nos besoins. Il y a des tamis pour la farine, pour le dégué et pour le jus naturel. On utilise la boîte de tomates et des tôles d'acier. Chaque modèle est conçu en fonction de son utilisation. Certains servent à tamiser la farine, d'autres à trier les graines ou d'autres produits agricoles. Je suis venu voir mes compatriotes de fabricateurs de tamis. Ils sont là, ils fabriquent plusieurs genres de tamis et nous achetons pour nos familles, pour pouvoir utiliser, faire nos besoins et d'autre part, vend aussi à nos frères et sœurs qui en ont besoin. Et les revenus, peut-être, sont ce que nous aussi nous allons avoir pour manger. Les prix sont un peu abordables par rapport à ce que nous faisons.
Je suis venue acheter des tamis parce qu'ici, ils coûtent moins cher. Les prix varient entre 500 et 1000 francs à plus. Dans l'exercice de cette activité, les fabricants font face à plusieurs difficultés, notamment la hausse du prix des matières premières. La confection des tamis représente bien plus qu'un simple métier. Elle contribue à la création d'emplois, au développement de l'artisanat local et à la préservation d'un savoir-faire traditionnel. Encourager cette activité, c'est soutenir les artisans et valoriser un patrimoine qui continue de répondre aux besoins de la population. Dans les stations-service, plusieurs affiches ou panneaux attirent l'attention des usagers. Interdiction de fumer, d'utiliser le téléphone portable ou encore de laisser le moteur en marche. Ces consignes visent avant tout à garantir la sécurité des personnes et des installations. Pourquoi doivent-elles être respectées? Retrouvons Zaradine Ali et Maman Sani Hassan. Dans les stations d'essence, un seul geste peut tout faire basculer. Une étincelle provoquée par une cigarette allumée peut déclencher un incendie grave, voire une explosion. C'est pourquoi les panneaux ou les affiches interdisant de fumer sont obligatoires. Pour comprendre pourquoi il est dangereux de fumer sur une station de service, il faut juste comprendre trois choses. Une chose qui est simple, c'est-à-dire le triangle d'effet. Il faut trois éléments: le combustible, le carburant et l'étincelle. Et dans l'environnement de la station-service, il y a des éléments qui sont de manière permanente présentes. Les deux éléments sont le combustible et le carburant. Le carburant, c'est l'air. Et fumer, c'est cette chose de chaleur. Donc, elle peut déclencher une explosion dans les zones des pompes et surtout dans les zones des cuves, là où on stocke les produits. Sur toutes nos stations-service, nous avons fait des affiches pour demander aux clients de faire attention à ce qui ne concerne même pas le fait de fumer, toute source de chaleur, y compris le fait d'éteindre le moteur lorsqu'on est en train d'être avitaillé et le fait de ne pas utiliser le portable. La cigarette peut occasionner des flammes. Ces flammes-là peuvent se mélanger avec les vapeurs et déclencher l'incendie. C'est pourquoi il est strictement interdit dans toutes les stations de fumer et d'utiliser aussi les téléphones, parce que les téléphones utilisent aussi des ondes qui peuvent provoquer les incendies. Les pictogrammes de sécurité sont visibles au niveau des stations-service et c'est une obligation. Les populations accueillent ces interdictions d'une manière assez bien parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Pour tout ce qui est atmosphère explosive, il faut comprendre que dans cette atmosphère-là, tout ce qui est étincelle, c'est quelque chose qui peut créer un début de feu ou un grand feu. Donc c'est pour cela, sur chaque station-service, nous on fait en sorte qu'on sensibilise et nos personnels et les clients de ne pas fumer sur la piste. Parce que principalement c'est sur la piste que le carburant est servi et c'est sur la piste qu'il y a plus de danger. Ahmed, Adam Kane et Moussa Chefou, responsables de sécurité, appellent au respect de ces affiches afin d'éviter tout incident majeur. Cette interdiction préserve non seulement, c'est-à-dire c'est des obligations qui sont là, c'est des normes à respecter, voyez-vous. Donc c'est pourquoi j'appelle à la conscience de tout un chacun de respecter ces consignes. L'appel que nous avons à lancer à la population, c'est que la sécurité n'a pas de prix. C'est notre dernier rempart. L'appel que j'ai à lancer, c'est quoi? C'est que pour sa propre santé, c'est un mal. De préférence, prendre les précautions parce que c'est quelque chose qui est très nuisible pour la santé et pour la sécurité. Il faut noter que les panneaux d'interdiction et autres affiches ne sont pas qu'un rappel, mais un véritable outil de prévention des risques. Alors, leur respect est un devoir citoyen.
Chaque année, les grandes vacances offrent aux jeunes un moment de repos, mais aussi une période où l'oisiveté peut favoriser certaines dérives. Pour y faire face, des initiatives citoyennes voient le jour afin d'occuper utilement cette jeunesse. Parmi elles, le tournoi de grandes vacances TGV qui s'impose comme un rendez-vous incontournable. Bien plus qu'une simple compétition de football, il rassemble des jeunes, encourage le vivre ensemble, révèle de nombreux talents et véhicule des valeurs de discipline, de respect et de solidarité. Une initiative qui fait du sport un véritable moteur de cohésion sociale et d'épanouissement. On en sait plus avec Rachidatou Djibrila et Moubarak Moursala. Des maillots aux couleurs des différentes équipes, des supporters mobilisés, des formations venues de plusieurs quartiers qui se retrouvent dans un même espace de compétition. Le tournoi des grandes vacances bat son plein. Derrière chaque rencontre, bien plus qu'une quête de victoire, se tissent des liens entre des jeunes d'horizons différents. Dans une ambiance marquée par le fair play, le respect et la convivialité, le football devient un langage commun qui rassemble, révèle des talents et favorise l'épanouissement de la jeunesse. À travers cette initiative, le TGV s'affirme comme un véritable vecteur de cohésion sociale où l'esprit d'équipe dépasse les frontières des quartiers pour faire triompher le vivre ensemble. Le TGV a vu le jour au Niger en 1990 à Yantala, une initiative du grand frère Hassan Gabiri qui avait estimé qu'il fallait créer le concept TGV afin de faire jouer les talents du quartier, les dénicher et créer une équipe de deuxième division. À travers le TGV, on peut occuper la jeunesse. Et on profite du TGV aussi pour combattre l'extrémisme violent. Le contexte, si les jeunes ne sont pas occupés pendant les vacances, qu'est-ce qu'on leur demande d'aller faire? Ça sera les histoires de poids, ça sera les histoires de bagarres, de viols, de tout ce qui n'est pas bon à entendre. C'est un cas de retrouvailles. On a des équipes de la rive droite, on a des équipes de commune 2, commune 3, commune 4, commune 5 qui viennent. En plus des équipes déjà du grand quartier Yantala. Donc dès qu'il y a ce genre de rencontre, forcément on parlera de cohésion. Le TGV joue un rôle important pendant ces vacances-là. Un quartier d'une commune peut se déplacer, aller jouer dans un autre quartier. Un jeune d'un quartier veut quitter pour aller jouer dans un autre quartier. Cela veut dire que c'est l'unité et la cohésion sociale et que ce TGV apporte vraiment. Il faut que ces jeunes comprennent que l'unité, c'est à travers ce football-là. Et beaucoup de ces jeunes-là se sont retrouvés à travers ce TGV-là. Ils sont devenus de grands joueurs. Le succès du TGV se mesure aussi à l'enthousiasme qu'il suscite auprès des supporters. Je suis là pour regarder un match de TGV, le tournoi des grandes vacances, comme on a l'habitude de le faire. Pendant chaque vacances, les jeunes se retrouvent pour vraiment faire vivre le football, la cohésion sociale. L'équipe en rouge, c'est une équipe qui vient de Kouarakano, donc ça veut dire que le TGV regroupe pas mal des équipes des différents horizons de Niamey. Pour moi, ça dépasse le championnat national. Parce qu'on a le temps pour venir regarder. Même si tu as d'autres préoccupations, tu peux aller les faire et revenir vite pour continuer à regarder. Au moins, même si c'est pour quelques minutes, je dois être ici. On a des équipes, on se connaît, les dirigeants se connaissent, les joueurs se connaissent. D'autres joueurs sont dans l'autre quartier et puis partent jouer dans un autre quartier. Donc tout ça, c'est l'union et puis travailler ensemble et puis terminer ensemble et puis être content ensemble. Donc c'est ça le TGV. Au-delà des trophées et des résultats, le tournoi de grandes vacances laisse surtout un héritage humain. Il offre à la jeunesse un cadre d'expression, valorise les talents et rappelle que le sport est un puissant levier de paix, de solidarité et d'épanouissement. Tant que de telles initiatives continueront à rassembler et à inspirer les jeunes, le TGV restera plus qu'un tournoi, un investissement pour l'avenir et un symbole d'unité au service de toute la communauté. Voyons, avant de refermer ce journal, ce qui fait le reste de l'actualité hors de nos frontières. Ghana, jusqu'à 20 ans de prison pour protéger les plantations de cacao. Namibie, organisation de sommet stratégique sur l'énergie en Afrique. Interpol alerte sur l'essor des cyberattaques dopées à l'intelligence artificielle en Afrique. Voilà le menu de l'actualité à l'étranger. La sélection est commentée par Rachida Koulibaly. Le Parlement ghanéen
a adopté un projet de loi qui pourrait exposer les producteurs de cacao à une peine d'emprisonnement s'ils réaffectent leur exploitation agricole à d'autres usages sans l'autorisation du gouvernement. Les sanctions les plus sévères visent l'exploitation illégale de l'or et prévoient une peine d'emprisonnement comprise entre 10 à 20 ans ainsi qu'une lourde amende pour chaque cacaoyer concerné. Ce projet de loi accorderait un statut protégé à toutes les exploitations cacaoyères, érigeant en infraction pénale toute réaffectation de ces terres à d'autres fins sans autorisation, ce qui suscite des critiques de la part des agriculteurs. L'Université des sciences et technologies de Namibie co-organise du 20 au 24 octobre le sommet international africain sur l'énergie, le pétrole et le gaz. Une première qui place l'institution académique namibienne au rang de partenaire stratégique et non plus de simple spectatrice. Ce rapprochement entre le monde universitaire et les décideurs économiques signale une évolution durable dans la manière d'aborder les ressources énergétiques sur le continent. L'apport de l'Université des sciences et technologies de Namibie ne se limite pas à une caution scientifique. L'université ambitionne de faire le pont entre la recherche fondamentale et les besoins opérationnels des industriels en mettant à disposition ses laboratoires, ses données géologiques et ses équipes de chercheurs spécialisés dans les hydrocarbures et les énergies nouvelles. Plus d'un cybercrime signalé sur 2 en Afrique mobilise désormais des outils d'intelligence artificielle. Selon le rapport 2026 d'Interpol sur les cybermenaces en Afrique, 55% des attaques recensées exploitent ces technologies, tandis que les pertes financières attribuées à la cybercriminalité ont bondi de 192 à 484 millions de dollars. L'organisation internationale estime que les groupes criminels gagnent en efficacité à mesure que les usages numériques. Le rapport d'Interpol, établi à partir des réponses de 36 pays africains, décrit une évolution rapide des méthodes employées par les cybercriminels. Les outils d'intelligence artificielle permettent désormais d'automatiser la recherche de victimes, de produire des courriels frauduleux difficiles à distinguer de messages authentiques, de créer des contenus truqués et d'alimenter des campagnes d'escroquerie à grande échelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.